Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce brief investisseur sur le plastique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Justine Apollin et je travaille au FIR dans la plateforme Engagement du FIR depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, donc, on a choisi le sujet du plastique sur ce brief investisseur. Donc, je vais faire rapidement un petit mot de contexte et ensuite je laisserai la parole aux intervenants. Donc ce sujet, il est important pour nous puisque c'est des questions de biodiversité qui rentrent en jeu et aussi donc l'importance de réduire la consommation de plastique, notamment puisque la fabrication du plastique est issue des énergies fossiles. Nous, au FIR, on a amorcé un premier dialogue avec des entreprises sur l'économie circulaire, dans lequel rentre ce sujet du plastique. Le mois dernier, on a sorti une publication sur l'économie circulaire où on avait interrogé des entreprises du FBF 120, donc vous pouvez retrouver sur notre site. Et donc aujourd'hui, le sujet il concerne notamment 9 entreprises qui sont françaises ou alors qui ont une activité importante en France et qui ont été mises en demeure par 3 ONG. Donc, il y aura 2 intervenants aujourd'hui qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous pour nous parler du contexte et des raisons de cette mise en demeure de ces 9 entreprises. Donc, tout d'abord, il y aura Philippine Huc, qui est responsable dialogue entreprise chez Surfrider Europe Foundation, et Rosa Pritchard, qui est avocate sur les sujets de plastique chez Client Earth. Et par la suite, Rebecca Chapman nous fera une présentation en anglais sur le groupe de travail au PRI, puisque Rebecca est Head of Environment au PRI. Et donc, elle nous donnera quelques recommandations pour les investisseurs, notamment sur la fondation Ellen MacArthur. Donc, la présentation se tiendra en 2 temps. Donc, la première partie sera en français et la seconde, comme je vous l'ai dit, en anglais. Ensuite, il y aura 15 minutes de Q&A, donc de questions-réponses que vous pouvez écrire dans le chat, si possible en anglais, et auxquelles on répondra donc à la fin de cette session. Donc, je laisse la parole à Philippine pour le moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous et ravi d'être là. Un grand merci au Forum pour l'investissement responsable de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet, de notre action, qui est donc sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la déplastification des entreprises. Juste un mot très rapide, donc comme cela a déjà été dit, je suis en charge du dialogue avec les entreprises au sein de Surfrider Foundation Europe. Surfrider Foundation Europe est une ONG européenne dédiée à la protection de l'océan. On agit principalement sur 3 grandes thématiques que sont les déchets aquatiques et donc notamment le plastique. C'est à ce titre-là qu'on est là aujourd'hui. Mais on travaille également aussi sur la qualité de l'eau et la santé des usagers et enfin sur le changement climatique. Et donc pour cela, bien sûr, on déploie plusieurs modes d'action, que ce soit du plaidoyer, de la sensibilisation, des sciences participatives, etc. Voilà, je laisse Rosa se présenter également. Merci beaucoup Philippine, merci aussi Justine. Je suis aussi ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Rosa, je travaille au sein de Client Earth, qui est une organisation à but non lucratif qui utilise la loi pour protéger la Terre pour et avec ses habitants, en demandant des comptes au gouvernement et aux entreprises aussi. Nous travaillons depuis nos bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis. Je suis avocate anglaise, comme je suis sûre que vous aurez noté par mon accent, et je suis membre de l'équipe plastique chez Client Earth. Je me spécialise dans les entreprises qui utilisent beaucoup de plastique et surtout dans les questions de transparence, divulgation d'informations et respect des obligations légales. Donc, prochaine slide, Marie, s'il te plaît. Merci. Donc, cette slide vous donne un aperçu de notre présentation aujourd'hui. Moi, je vais commencer avec le contexte essentiel du problème du plastique, donc les impacts principaux de la production, consommation de plastique et aussi des déchets plastiques. Je vais aussi expliquer le rôle de l'agroalimentaire et pourquoi l'agroalimentaire est particulièrement concerné par et impliqué dans la crise du plastique.
Et je vais aussi très vite parler des risques pour les entreprises liés au plastique. Tout ça pour expliquer pourquoi c'est essentiel que les entreprises mettent en pratique une politique qui vise la réduction de l'usage du plastique et une réduction du dépendance qu'elles ont actuellement au plastique. Donc, c'est-à-dire la déplastification de ces activités. Après, Philippine va nous parler de l'action de voie de vigilance. Elle va présenter les entreprises que nous avons mises en demeure en expliquant aussi les raisons pour lesquelles nous l'avons fait par rapport aux obligations de voie de vigilance. Elle va aussi faire un résumé de nos demandes et vous donner quelques exemples concrets des plans de vigilance des entreprises concernées. Et finalement, nous allons conclure avec des recommandations, des suggestions pour vous, les investisseurs. Prochaine slide, merci. Donc, on commence avec une très vite explication du problème du plastique. On parle très souvent du problème du plastique au niveau de déchets et de la pollution de l'environnement marin causée par les déchets plastiques. Et bien que, évidemment, la pollution des déchets est un problème très, très grave, c'est limité à parler de cet aspect du problème, dont parfois l'impression que c'est seulement les déchets qui échappent à l'infrastructure de gestion de déchets qui est un problème. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, chaque étape de toute la chaîne de valeur du plastique cause des impacts graves pour le climat, l'environnement, la santé et les droits humains, dès l'extraction des ressources primaires jusqu'à la fin de vie de plastique, y compris la gestion des déchets plastiques. Prochaine slide. Merci. Donc, cette slide montre cette chaîne de valeur du plastique et vous donne quelques exemples, pas du tout exhaustifs, des impacts de chaque élément de la chaîne de valeur. Donc, on commence avec l'extraction des matières premières. À peu près 98% du plastique sont fabriqués du combustible fossile, c'est-à-dire du pétrole, du charbon et du gaz. Et en fait, un lien très fort existe entre le gaz de schiste et la production du plastique. La production du plastique est un des processus industriels qui génère plus d'émissions de CO2. C'est aussi un processus qui génère beaucoup de pollution de l'air toxique qui affecte les communautés qui habitent près des sites de production. Pendant la phase d'usage, ce qui nous concerne le plus, c'est le contenu chimique des plastiques. Beaucoup de substances chimiques sont présentes dans le plastique, donc des additifs qui sont y ajoutés intentionnellement, mais aussi des substances chimiques qui sont présentes à cause de contamination ou des réactions chimiques et la présence desquelles n'est pas connue ni enregistrée. Et la toxicité potentielle du plastique recyclé est aussi un sujet très préoccupant. Le recyclage du plastique implique la combinaison des plastiques. Donc, si nous ignorons le contenu chimique du plastique vierge, vous pouvez imaginer que le contenu chimique des plastiques recyclés est encore moins connu et potentiellement problématique. Quant à la gestion de déchets, selon les informations d'OCDE publiées cette année, en 2019, seulement 9% des déchets plastiques étaient recyclés. Quant au reste, la plupart étaient soit mis en décharge, soit incinérés. L'incinération et la mise en décharge produisent non seulement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des émissions nocives pour la qualité de l'air et la qualité du sol aussi. Et même dans les pays du Nord, donc en Europe, aux États-Unis, en Australie, nos systèmes de déchets n'arrivent pas à faire face à la quantité énorme de déchets plastiques que nous produisons. Et le résultat, c'est que nous exportons des grandes quantités de déchets plastiques dans les autres pays, comme par exemple l'Indonésie et la Turquie. Et dans ces pays, l'infrastructure de gestion des déchets n'est généralement pas assez développée pour gérer leurs propres déchets et encore moins les déchets des pays exportateurs. Et dans les pays où j'avais pas fini. Merci. Dans les pays où l'infrastructure de gestion de déchets est limitée, les communautés sont obligées à gérer les déchets plastiques d'une manière informelle. Donc, très souvent, ça veut dire incinération à ciel ouvert
ou abandonner les déchets plastiques dans des décharges non contrôlées. Donc, tout ça sans mentionner l'impact des plastiques que l'on retrouve à l'océan, ce que nous amène à conclure que nous avons besoin des solutions systémiques qui adressent le problème à la source. Donc, c'est-à-dire la réduction de l'usage du plastique ou la déplastification. Oui, prochaine slide. Merci. Donc maintenant, je vais passer à une explication du rôle des entreprises agroalimentaires dans cette crise du plastique. Quand je parle des entreprises agroalimentaires ou du secteur agroalimentaire, je fais référence à la grande consommation, au supermarché et à la restauration rapide. Et ce secteur, ces entreprises utilisent le plastique d'une manière très intensive. La manifestation la plus claire de l'intensité avec laquelle l'agroalimentaire utilise le plastique, c'est évidemment les emballages plastiques. Les emballages plastiques représentent le plus grand usage du plastique. Donc, en Europe, environ 40% de la demande du plastique. Et ils contribuent encore plus aux déchets plastiques parce qu'une vaste majorité sont des emballages à usage unique. Et dans quelques cas, la phase de l'usage des emballages serait vraiment quelques heures avant d'être jeté à la poubelle. Mais ce n'est que la face submergée de l'iceberg. Le plastique est aussi très présent dans la chaîne d'approvisionnement de l'agroalimentaire, y compris l'agriculteur, la logistique pour la distribution des produits et ses activités de promotion. En fait, le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que pour chaque million de dollars de revenus générés dans le secteur de consommation, 2 tonnes de plastique sont utilisées pour les emballages plastiques et 4 tonnes en amont dans la chaîne d'approvisionnement. Prochaine slide. Merci. Et cette dépendance du secteur agroalimentaire au plastique rend ces entreprises vulnérables à plusieurs risques. Le plastique génère beaucoup d'externalités, c'est-à-dire des coûts que les entreprises qui l'utilisent et qui profitent aussi de son usage ne payent pas, mais qui sont payés par des autres acteurs. Donc, par exemple, les gouvernements, les municipalités, aussi les citoyens. Tous les efforts actuels et futurs pour adresser la crise du plastique pour l'agroalimentaire présentent le risque de l'internalisation progressive de ces coûts. Pas forcément progressive, ça peut aussi arriver d'une manière soudaine. Et parmi ces risques figure la pression réputationnelle des consommateurs, de la société civique aussi, la nouvelle réglementation, qui est surtout le cas en Europe en ce moment, et bien sûr les contentieux juridiques aussi. Prochaine slide. Merci. Donc, est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour résoudre ce problème? Pas encore, honnêtement. Les entreprises, évidemment, sont sensibles à la pression impressionnante d'agir sur le plastique. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart des entreprises se limitent à actions et engagements basés sur le recyclage, donc c'est-à-dire l'incorporation du contenu recyclé et l'amélioration de la recyclabilité des emballages, mais sans réduire son usage de plastique. La production de plastique et la quantité des emballages plastiques continuent de croître. Et malheureusement, des études montrent que même une amélioration ambitieuse de la conception de recyclage et des infrastructures de recyclage entraînerait une augmentation des déchets plastiques contaminant l'océan, sauf si c'est accompagné par une réduction radicale de la consommation du plastique. Donc, il est temps de repenser la manière dont on utilise le plastique en visant la réduction à la source, la déplastification. Et vous, les investisseurs, ont un rôle clé à jouer dans cette transition. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Philippine. Merci Rosa. Alors, après ce tableau brossé des risques très divers liés au plastique, on va rentrer dans l'action que l'on a menée avec Client Earth, mais également avec Zero Waste France
très récemment donc la mise en demeure de 9 entreprises à propos de leur utilisation de plastique. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine slide, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc, parmi ces 9 entreprises, on a en fait un peu 2 catégories d'entreprises. 5 entreprises qui avaient publié des plans de vigilance qui nous paraissaient insatisfaisants. Donc, à ce titre-là, Carrefour, les Mousquetaires, le groupe Casino, Auchan et Danone. Donc, bien sûr, on va revenir sur pourquoi il nous semblait insatisfaisant. C'est d'ailleurs, je pense, un élément particulièrement intéressant à discuter. Et pour 4 des entreprises, nous n'avons pas été en capacité de trouver leur plan. Donc, nous avons surtout demandé aux entreprises d'avoir accès ou de publier un plan. Next slide, s'il te plaît. Alors, le devoir de vigilance, j'ai bien compris que vous aviez déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises d'entendre parler du devoir de vigilance, donc je ne vais pas vous rappeler son historique ou ses implications. Néanmoins, je me permets quand même pour la rigueur de l'exercice de vous rappeler un point qui est quand même clé, qui est ce qu'exige la loi sur le contenu des plans. Donc, très rapidement, la loi exige 5 éléments. Tout d'abord, une cartographie des risques, environnementaux, humains, des procédures d'évaluation régulière du risque, l'idée étant bien de saisir à quel point le risque est de l'entreprise d'une certaine manière, de comprendre l'ampleur du problème, de l'enjeu. Le troisième point, ce sont bien sûr des actions adaptées d'atténuation. Et là, bien sûr, tout l'intérêt de ce point est dans ce mot « adapté ». Un quatrième point qui est donc un mécanisme d'alerte sur lequel nous passerons un peu moins de temps. Et le cinquième point qui est bien sûr un dispositif de suivi des mesures. L'objectif de cet élément est bien sûr de s'assurer qu'une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a mis en place des solutions, c'est de s'assurer que ces solutions, elles agissent sur le problème, qu'elles permettent effectivement de réduire le risque. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, du coup, découlant des exigences de la loi, on a adapté en fait ces éléments-là aux enjeux du plastique. Et donc, à ce propos-là, voici, nous, ce qu'on comprend de ce que devraient faire les entreprises sur la question du plastique dans leur plan de vigilance. Alors déjà, le tout premier point, c'est la cartographie. Selon nous, la cartographie devrait appréhender la question du plastique, appréhender la question des risques du plastique de manière complète, c'est-à-dire pas d'une manière étroite. Parce que, bon, évidemment, je dis ça parce qu'on a eu l'impression de voir des interprétations très étroites du risque plastique, centrées principalement sur la fin de vie et avec une approche environnementale. Alors certes, c'est juste, mais ça oublie les enjeux de santé, ça oublie les enjeux de droits humains. Et bien sûr, c'est un risque étant donné l'ampleur de la crise plastique et son niveau systémique, il nous semble assez indispensable que ce risque soit estimé à un niveau élevé. Voilà. Le deuxième élément qui fait partie de nos demandes, c'est un outil bien sûr de diagnostic et d'orientation, d'évaluation de l'action, c'est tout simplement un bilan plastique complet. Alors pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, et j'imagine que c'est beaucoup d'entre vous, de travailler sur les questions de carbone, cela vous semblera extrêmement familier. Donc voilà, il y a un enjeu en fait à pouvoir poser un diagnostic chiffré grâce à un bilan plastique complet. Quand on dit complet, c'est-à-dire que d'un côté, il devrait évaluer, inventorier, si je puis dire, tous les plastiques utilisés par l'entreprise, c'est-à-dire les plastiques vierges, bien sûr, les bioplastiques, les plastiques recyclés, et sur toute la chaîne de valeur, donc notamment les emballages. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt, on a l'impression, déjà fait par les entreprises. Beaucoup ont une comptabilité d'emballage déjà présente et publiée. Mais par contre, tous les autres éléments ne sont peut-être pas nécessairement comptabilisés comme tels, notamment tous les autres plastiques utilisés par l'entreprise, donc que ce soit dans la production, commercialisation, la promotion, qui sont un peu des angles morts de l'attention de l'entreprise, et aussi tous les plastiques utilisés en amont, notamment par les fournisseurs et sous-traitants. Et là, pour le coup, il peut s'agir du plastique agricole, du plastique industriel, pour lequel, à notre connaissance, il n'y a pas vraiment de vigilance, d'action, d'intérêt sur le sujet. C'est donc bientôt tout notre intérêt que l'élément soit réintégré dans l'attention des entreprises. Et enfin, le dernier, qui est bien sûr la conséquence, c'est l'établissement, sur la base de ce bilan plastique complet, d'une trajectoire de déplastification qui vienne incarner, en fait, d'une certaine manière, la feuille de route de l'entreprise face à ce risque et sa réponse
sa réponse pour réduire ce risque. Et donc, bon, bien sûr, l'idée de cette trajectoire, c'est qu'elle est au même titre qu'une trajectoire de décarbonation, hein, c'est vraiment le même esprit et la même intention, mais qu'elle ait certains paliers clés de manière à ce que cela puisse être suivi et que bien sûr cette trajectoire s'est accompagnée de plans d'action adaptés encore et toujours. Et donc bien sûr, selon nous, ces plans d'action devraient privilégier largement justement la réduction du plastique, notamment par du vrac, du réemploi, des solutions de ce type, et bien sûr que cela soit accompagné d'un monitoring annuel des progrès. Le but étant, comme le précise la loi, que l'on puisse s'assurer que les actions fonctionnent et qu'on assiste bien à une réduction du plastique dans le temps court, moyen et long. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, rentrons un petit peu dans certains plans, parce que ça nous semblait intéressant peut-être d'illustrer là où enfin, voilà, la raison pour laquelle nous avons décidé d'envoyer ces lettres de mise en demeure sur quelques plans qui nous ont paru insatisfaisants. Donc, par exemple, le plan de Auchan, il identifie bien un risque plastique. Néanmoins, c'est un risque qui nous a semblé interprété de manière très étroite. Déjà, ça réduit directement sur la question de l'environnement, donc au détriment des enjeux de santé et des enjeux de droits humains. Et c'est un risque qui est restreint sur la mise sur le marché d'emballages non recyclables. Donc là, c'est-à-dire que la formulation de ce risque appelle tout simplement à faire des emballages recyclables. Ce qui est intéressant, mais qui ne permet pas de répondre au risque tel que nous, on le perçoit, qui est un risque beaucoup plus systémique et beaucoup plus vaste que la question de la recyclabilité. Et en plus, ce risque a été classé au niveau 3, donc comme le précise la méthodologie du plan, un risque mineur. Là aussi, ce qui nous a semblé assez étonnant, étant donné l'ampleur de la crise plastique. Et dans le reste du plan, en fait, on a été assez triste de constater qu'il n'y avait pas d'indicateur chiffré sur le plastique et pas de trajectoire de déplastification. En fait, le risque est essentiellement identifié lors de la phase de risque, et après, le plan reste assez silencieux et mystérieux sur les mesures mises en œuvre. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, du côté de Danone, le plan nous a semblé aussi assez lacunaire sur la question du plastique, parce que tout simplement, le mot plastique et la thématique n'est tout simplement pas abordée. Ça nous a beaucoup étonnés, étant donné que Danone est quand même un beau contributeur à l'utilisation de plastique. Plus largement, on a eu l'occasion dans les autres informations fournies par Danone sur ces activités de constater que l'utilisation de plastique par Danone avait cru entre 2020 et 2021, ce qui nous semble être un signe. Donc, ces chiffres concernent les emballages de Danone. Donc, ça a été quand même un motif d'alerte de percevoir que le fait que l'entreprise n'identifiait pas le plastique comme un risque traité dans son plan de vigilance se reflétait peut-être éventuellement dans le fait que justement les quantités de plastique utilisées étaient en hausse. Troisième slide, s'il vous plaît. Et un dernier exemple qui est donc Casino, qui identifie en fait les risques dans deux catégories qui sont au sein du groupe et dans les filiales, avec des formules qui sont assez énigmatiques, qui parlent de gestion durable des ressources et des déchets, utilisation durable des ressources, économie circulaire, voilà, qui ne donnent pas vraiment, qui ne qualifient pas réellement le risque d'une manière explicite, si je puis dire, et qui permettent d'orienter derrière l'action vers une trajectoire de déplastification. Voilà, et le niveau de risque ne nous a pas paru être spécifié. Et dans le reste du plan, nous n'avons pas d'indicateur chiffré sur le plastique et pas de trajectoire de déplastification, ni même d'action évoquée sur le sujet. Voilà, pour moi, je vais redonner la parole à Rosa. Merci beaucoup Philippine. Prochaine slide, s'il te plaît, Marie. Merci. Je voulais aussi prendre cette opportunité pour vous parler d'un rapport qui va être publié en fait cet après-midi et qui devait être un outil qui est utile pour vous ou pour ceux parmi vous qui souhaitent penser à une stratégie d'engagement avec les entreprises sur la question du plastique. C'est un rapport qui est le résultat d'une collaboration entre VBDO, qui est l'association néerlandaise des investisseurs pour le développement durable. Et dans ce rapport, nous avons trouvé et analysé les informations
que 18 entreprises de la grande consommation et supermarchés qui sont cotés en bourse en Europe ont publié sur le plastique. Et nous avons présenté cette information d'une manière qui facilite la comparaison entre les entreprises. Et nous avons aussi pris le temps d'expliquer les enjeux en plus de détails et aussi quels sont les indicateurs les plus importants sur le plastique de toutes les entreprises. Et en plus, évidemment, montrer les résultats pour chaque entreprise. Donc, si ça vous intéresse, le rapport serait public dès cet après-midi. Et il y aurait aussi un webinaire avec une présentation des résultats, des commentaires des investisseurs aussi, à 15 heures, qui est ouverte à tous. Je vais partager le lien dans le chat. Merci et je repasse la parole à Philippine. Merci. Oui, c'est en effet, c'est vrai que le travail qui a été fait par Acclaim par ces vidéos est très intéressant justement pour orienter éventuellement l'attention des investisseurs sur ce sujet complexe. On voulait conclure éventuellement par le partage d'actions potentiellement faisables par des investisseurs qui nous semblaient être des bonnes pratiques pour agir en tant qu'investisseur sur la question du plastique, qui est évidemment une question complexe dans lesquelles, qui nécessite justement une compréhension fine des enjeux et une orientation de l'action adaptée à ces enjeux-là. Donc voilà, alors on les a un petit peu hiérarchisés de ce qui nous semblait peut-être le plus facilement opérationnalisable, si je puis dire, aux choses qui nous paraissent être peut-être plus complexes à mettre en place, peut-être nécessitant un peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, ça ne vous surprendra probablement pas de voir que ça ressemble furieusement à des choses qui ont déjà été mises en place sur le climat, parce que bien sûr, vous l'avez peut-être probablement compris lorsqu'on a pu présenter nos demandes, mais pour nous, la question, le traitement de l'enjeu du plastique rejoint d'une certaine manière le traitement des enjeux climatiques avec justement le besoin de venir réduire l'utilisation du plastique et du coup de mettre en œuvre justement des manières, des trajectoires de déplastification à la fois des entreprises, mais également des portfolios. Du coup, si on rentre rapidement dans ces quelques idées de bonnes pratiques, un investisseur peut aller challenger les entreprises sur la question de la mise en place de trajectoires de déplastification, que ce soit au sein de l'Assemblée générale ou lors de rendez-vous dédiés. Un investisseur a la possibilité d'essayer d'identifier dans son portfolio la sensibilité au risque plastique des entreprises qui sont présentes dans le portfolio, que ce soit sur des questions de production de plastique, d'utilisation de plastique, donc par exemple l'agroalimentaire, et la gestion des déchets. Donc à ce titre, vraiment, je vous encourage vivement à aller voir les grilles d'analyse faites dans le rapport du BDO sur la question de l'agroalimentaire, qui peuvent être d'une aide assez substantielle pour mieux comprendre finement l'ambition des politiques plastiques des entreprises et les mettre en perspective. Le troisième point, ça peut être justement de participer à la structuration de méthodologies pour estimer le poids plastique des portefeuilles. Donc là, ce sont des choses qui ont déjà pu être faites sur le climat. Il y a encore des chantiers sur le plastique de manière à pouvoir mieux saisir justement ce risque et pouvoir commencer à justement, donc là c'est la quatrième, sur la base de ces estimations, pouvoir commencer à essayer d'élaborer des trajectoires de déplastification des investissements. L'investisseur peut également agir, bien sûr, dans tout le processus en tant qu'actionnaire à l'émergence de résolutions plastiques en faveur de la déplastification et à faire émerger bien sûr une politique de vote adaptée. Au même titre qu'il existe un Say on Climate, qu'il puisse exister un Say on Plastic. Donc voilà, il y a certaines initiatives de ce type-là qui ont déjà émergé aux États-Unis, mais à ce titre-là, aujourd'hui, en France, ce n'est pas quelque chose qui est encore très présent. Sixième possibilité d'action, c'est le développement de fonds thématiques dédiés au soutien des acteurs qui proposent des solutions zéro déchet ou des solutions de logistique, des solutions techniques sur le zéro déchet. À ce titre-là, j'ai l'impression que
aujourd'hui, il y a tout un écosystème économique qui est en train d'émerger, notamment poussé par certaines nouvelles réglementations ou parce que justement, peut-être que l'époque est désormais prête à ça et ces acteurs-là pourraient bénéficier justement de soutien très structuré au sein de fonds pour pouvoir assurer leur développement et pouvoir justement également contribuer à la déplastification des grands. Voilà, ce serait intéressant et justement l'investisseur peut justement financer le développement spécifique de ces acteurs-là pour justement qu'ils aient la possibilité derrière de rendre possible la déplastification des autres entreprises. Et en dernier, le septième, les investisseurs ont la possibilité de formuler des politiques d'exclusion en fonction de certains critères. Par exemple, la production de plastique pourrait bénéficier de procédures d'exclusion de certains fonds en fonction de certains critères, ou les acteurs utilisateurs de plastique avec une certaine intensité d'utilisation de plastique ou le non-respect de certaines trajectoires de déplastification. Voilà, c'est tout pour je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippine et Rosa, c'était vraiment très clair. J'espère que ça vous a plu. On va passer à la seconde partie de la présentation. The second part of the presentation will be in English, and Rebecca is the head of environment of the PRI, and Rebecca, the floor is yours. Thank you very much, and hi everyone and welcome, and thank you very much for the opportunity to present today. I'll just wait for my slides to load. And whilst we're waiting, my name is Rebecca Chapman and I'm Head of Environment at the PRI. Thank you. If we can go to the next slide. Thanks. So the aim of this presentation is to provide an overview of PRI's work on plastic pollution and why and how investors should take action to support a circular economy for plastics. And today I'll cover 4 key areas. So a brief overview of PRI's work to date on plastics and circular economy, the case for investors to engage with the plastics value chain, how to engage with the plastics value chain, and briefly cover next steps of PRI's circular economy work programme. Next slide, please. To start with then a brief overview of PRI's Plastics Investor Working Group and the work to date. So the group has around 30 members with around 6 trillion of assets under management. And the key aims are to raise investor awareness of the impacts, risks and opportunities surrounding plastic production, waste and pollution, and to explore how these can be managed. Secondly, to explore the materiality of plastic to companies across the plastics value chain. And thirdly, to provide input on the resources that PRI develops to support signatory understanding and engagement on this topic. And in terms of key resources, we have 3 on the screen here. So firstly, the Plastics Landscape series, which consists of 3 reports mapping risks and opportunities across the plastics value chain and relevant policy developments. And then a supporting online tool mapping plastic use, production and waste globally to accompany this. And then thirdly, we have the investment engagement guides on plastic packaging to support investor engagement with the value chain. Next slide, please. So to expand on our most recent engagement guidance further, the guides were developed last year in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation and Kronos Sustainability to support investor engagement with the plastics value chain. And they focus then on 4 sectors. So we have petrochemicals, containers and packaging, fast-moving consumer goods and retail as part of that, which is most relevant for this call today. And finally, waste management. And the guidance aims to respond to investor demand for a harmonized approach to different sectors across the plastics value chain. And it's aligned with the Ellen MacArthur Foundation's new plastics economy global commitment. So these really aim to support investors to engage with the value chain holistically on plastic pollution and circular economy. Next slide, please. So why should investors engage with the plastics value chain, first of all? So plastic waste and pollution impacts environmental systems and ecosystem services that support economic performance, investor returns, and beneficiary interests more broadly. And in short, plastic pollution is an ever-evolving systemic risk for investors. And why then focus on packaging in particular?
Packaging is one of the largest applications of plastic and drivers of plastic waste, and it accounts for 45% of all plastic resin produced and for around half of global plastic waste. So to expand briefly a bit further on the risks and opportunities associated with plastic, if we can go to the next slide, please. Firstly, on the risk side of things, we have policy and regulatory risks. So many developed and developing countries are regulating, or in some cases banning, certain plastics. And companies that rely on plastics could also face higher taxation, extended producer responsibility fees, and increased raw material costs in the future. The plan is to create a legally binding UN Treaty on Plastic Pollution by 2024. This was announced earlier this year, and this could further increase action from policymakers in the future. In terms of reputational risks then, companies that are heavily reliant on plastics face growing scrutiny and potentially significant reputational damage as consumers become increasingly aware of the impacts of plastic pollution. In terms of climate-related risks then, projections suggest that emissions from plastic could account to 10 to 13% of the Earth's remaining carbon budget by 2050 if plastic production and use grow as currently planned. Then on the wider environmental risks, including nature loss, mismanaged plastic waste contributes to waterway and ocean pollution, which clogs urban infrastructure and degrades natural systems such as the ocean. And then finally, on human health risks, microplastics, which have been detected in bottled water and the tissue of fish and other marine life, may have negative health impacts when ingested by humans. Now, these are not yet fully understood, but if they are determined in the future, may lead to heightened societal concern and health-related restrictions on plastic use. So yes, on the next slide then, we can see the circular economy is a solution and an opportunity for investors then. So transitioning to a circular economy for plastics creates opportunities along the value chain to reduce the negative impacts of plastic packaging, whilst also creating new investment and innovation opportunities. For example, we've got opportunities for new materials and packaging designs, new business models, and new recycling technologies. And addressing plastic pollution can also contribute to meeting the Sustainable Development Goals, in particular SDG 12, so responsible production and consumption, and SDG 14, life below water. Next slide, please. So thirdly then, how should investors take action? So investors should engage with the plastic value chain holistically to determine how companies are managing risks and opportunities, and encourage companies by 2025 to firstly eliminate the production and use of problematic or unnecessary plastics, to innovate to ensure that all plastics are reusable, recyclable or compostable, and finally to circulate materials to keep plastics in the economy and out of the environment. Now, some actions are applicable across the plastic value chain, whereas others vary depending on the sector in question. So there's a difference between petrochemicals, containers and packaging, fast-moving consumer goods companies, and waste management company expectations. Just to expand a little bit more on that, plastic petrochemical producers at the beginning of the value chain should all be setting targets to increase their use of recycled plastics. Meanwhile, fast-moving consumer goods companies and retailers, more the focus of this call, who are using plastic packaging in the products they produce, should set targets to firstly then eliminate the problematic or unnecessary packaging, increase their use of reuse models, and ensure that 100% of their packaging is reusable, recyclable or compostable, and increase their use of post-consumer recycled content. Finally, then the waste management and recycling sector should grow its volume of recycled output that it produces. So all sectors should aim to collaborate with other sectors in the value chain as well, including policymakers, and report annually on progress. And on collaboration and engagement with policymakers, the recently launched business coalition by the Ellen MacArthur Foundation and WWF is supporting companies and investors to engage with the UN Treaty on Plastics development process. Next slide, please. So briefly, how should investors use the engagement guides? So investors can use the guides to find out key sector considerations for the different sectors in the value chain mentioned, key investor questions to ask regarding commitments, targets, actions to achieve these, and annual reporting on progress, a framework to help assess company performance in terms of what we define as beginner, medium, and advanced, and then finally examples of company good practice. So next slide, please.
Just more broadly then, to close, PRI is working to support investors on circular economy for value chains beyond plastic packaging. And a couple of months ago, we published a circular economy discussion paper based on research and insights from around 17 of our investors. And just to summarize some key findings briefly, overall investors are taking action or starting to take action through their investment and ownership decisions, but this needs to be scaled up significantly. It's still a nascent topic. And three key recommendations from the report then are that investors should identify sectors with high linear material use and environmental impact as part of their investment process, and allocate capital to sectors or business models that support circularity and present financial opportunities. Investors should then engage with holdings on implementing circularity, for example, greater use of reuse models and product lifetime extension models, increased use of recycled content, increased recyclability or compostability of products to address systemic environmental issues, and adopt a value chain approach where possible to this engagement. And then finally, engage with stakeholders more widely to address some of the underlying barriers to a circular economy transition, including policymakers, data providers, and standard setters and disclosure bodies. So going forwards, just to close then, the PRI will support investors to consider risks and opportunities across a range of relevant value chains beyond plastic, as well as integrate circularity into their existing work on climate and nature issues. And we encourage signatories then that wish to contribute to the development of further guidance to get in touch and share their views at circulareconomy@unpri.org. So thanks very much, and happy to take any questions now as well. Thank you very much, Rebecca. Now we're going to start with the Q&A session. So for now, there is one question that I will read to you, which is, so first, thank you very much for your presentation. It's really interesting. Regarding the voting side, are you aware of any initiative of a filing of a shareholder resolution at the 9 companies AGM in 2023 regarding plastic? If it's okay for me to jump in there, it's a really, really good question, and I think that would certainly be a kind of very powerful potential action. Actually, one thing that we have identified is that in Europe to date, there hasn't really been a kind of widespread or systematic use of investor activism strategies on the topic of plastics. So in the US, the NGO As You Sow convenes a plastics investor alliance, and it has had actually some considerable success in filing shareholder resolutions on the topic, both at companies producing plastic, but also on the demand side, so the companies using plastics. They've had some resolutions that have passed, and they've had a number of resolutions that have been filed and achieved significant support from investors. So the answer is, for the time being, no, but it's something that we're really interested in discussing further, and we're really hoping is going to be an outcome, both of the report and project that Client Earth has been working on with VBDO, but also the opportunity to speak to you today, because we can see that there is a really powerful role that can be played by investor voices in this regard. So very happy to discuss that further with the person that asked the question in due course. Thank you very much, Rosa. There is another question from Thomas Certeux. I will read it in French, Rebecca, because it's addressed to Philippine and Rosa, if it's good for you. Donc la question que je lis tout de suite. Bonjour, merci pour votre présentation très claire et intéressante. Dans votre processus d'analyse et de la politique plastique des 9 entreprises mises en demeure, avez-vous pu échanger avec les sociétés? Quelles sont leurs réactions face à vos mises en demeure? Avez-vous des réponses? Alors là-dessus, lors de l'envoi des mises en demeure, certaines entreprises ont pris la parole publiquement à propos ont réagi publiquement par voie de presse à ces mises en demeure. Et depuis, certaines d'entre elles ont décidé de nous contacter, mais dans la mesure où c'est
où ces rencontres sont en cours. Il est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour partager quelles peuvent être les réactions ou les résultats de ces échanges. Très bien, merci beaucoup Philippine. Je continue sur les questions. Regarding companies that do not publicly disclose their vigilance plan, French law on vigilance duty does not provide for any penalties or sanctions. Alors, il me semble que ce n'est pas, non, il me semble que ce n'est pas le cas. À ma connaissance, en tout cas, en effet, il n'y a pas il n'y a pas nécessairement l'État ne prend pas particulièrement parti si un plan n'est pas publié. Et c'est à ce titre-là que nous avons également choisi de mettre en demeure des entreprises n'ayant pas publié. Très bien. Merci beaucoup. On a une autre question de Lise Moret que je vais lire tout de suite. Regarding the potential engagement impact of a plastic systematic investment approach, I understand food and beverage plastic packaging represents 40% of overall demand for plastics, but what does it represent for overall oil and gas and chemicals sector revenues? That is a fantastic question. I don't know off the top of my head the percentage it represents in terms of revenues. I think that in terms of the quantities of fossil fuels that are destined for plastic production, I think we're talking around 5 to 10%. But I think what is the really crucial piece of information is that petrochemicals, plastics specifically, represents the largest chunk of expected growth in demand for fossil fuels. So people often talk about plastics being the plan B of the fossil fuel industry. And that's certainly something that we've seen in terms of investments from the fossil fuel industry into expansion of petrochemicals. That in a sense, the hope is that demand for plastics, including single-use plastics as a big demand driver for plastics generally, will keep the fossil fuel industry in business by ensuring an outlet for demand for fossil fuels. Perfect. Thank you. There's also, sorry, Justine, there's just one more point that might be relevant there, that there are also some predictions that under this business as usual growth scenario, where we're assuming things aren't going to change, which is looking increasingly unrealistic because things are going to need to change. But under this business as usual scenario, if we were to see growth in plastic production increase to the amounts that the fossil fuel industry is expecting, is predicting, is planning for, by 2050, we'd be looking at plastics taking up around 20% of the carbon budget, if I remember correctly, which is obviously, a huge amount of carbon budget that would be dedicated to really propping up a single-use system that's not materially efficient, that's not carbon efficient in lots of ways. Thanks. Thank you very much. Une autre question de Lise que je vais lire, I will read it in French. Quels sont les freins d'une approche plus complète des risques plastiques par les entreprises de l'agroalimentaire? Par exemple, est-ce moins coûteux pour un acteur de la distribution de ne pas trouver d'alternative aux emballages plastiques, en l'occurrence carton, matière recyclée, papier? I'm happy. Perhaps I can give some thoughts kind of to that question, and then Philippine might want to supplement. When we talk about alternatives, the truth is the way that we use plastics as a material now, in terms of particularly single-use plastics for packaging purposes, any material used with such abundance and with such intensity is going to have very serious impacts on the environment. So, for example, if tomorrow we shifted all of single-use plastic packaging to paper packaging, that would have very serious impacts on biodiversity, on land use, probably on food security,
and wouldn't necessarily solve the problem. Equally, if you look at a material like glass used in a single-use system, it doesn't make sense to shift to glass packaging. Really, the environmental and carbon benefits that you see are when you shift to the alternative system, so a different system rather than a different material, and that is a circular system, so a system that favors the elimination of packaging in the first place by innovative product design, but also replaces the single-use model with a reusable model where you're conserving the integrity of the resource, the value of the resource as long as possible, and eliminating waste. Oui, je me permets de compléter également. J'ai l'impression que la question se focalise beaucoup justement sur le business case derrière cette transition du point de vue des entreprises. Et en effet, notre point là-dessus dans cette affaire est peut-être de mettre en valeur les coûts cachés de l'utilisation du plastique pour tout le reste de la société, à la fois sur la prise en charge environnementale des conséquences et bien sûr sociales, humaines, etc. Par rapport à cette transition, un certain nombre d'actions, comme Rosa le disait tout à l'heure, sont déjà mises en place, que ce soit la recyclabilité, l'incorporation de plastique recyclé, qui peut aider d'une certaine manière sur certains sujets, sur certaines thématiques des risques, à une certaine amélioration. Néanmoins, ça ne prend pas en compte tout l'arc des risques, comme le disait Rosa, et par conséquent, en fait, ce qui semble peut-être assez souhaitable en termes purement économique, même pour une entreprise, ça peut être intéressant. Alors certes, ça va nécessiter une certaine R&D, d'aller vers des modèles de reuse, de refill, etc., qui sont aujourd'hui encore en construction, qui sont encore vraiment en cours de mise en place. Ça peut nécessiter en effet un certain investissement, une R&D pour les mettre en place, mais néanmoins, ça permettra en fait à l'entreprise de ne pas investir deux fois. Investir une fois, par exemple, dans la transformation de tous ces packaging en plastique recyclé, puis évidemment, parce qu'il va falloir le faire un jour, la réduction. Autant imaginer directement un système où on réduit les plastiques. Très clair. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et on les fera, ou à les envoyer directement aux intervenants, mais en tout cas, nous, on pourra les faire parvenir aussi aux différents intervenants. On va vous envoyer aussi par mail à la suite de cette présentation les liens dont nous ont parlé Rosa, Rebecca et Philippine. Et on vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou autres, à nous écrire. Et il y a une dernière question, pardon, si, pour les personnes qui sont encore là. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des prochaines étapes de la mise en demeure prochainement, plutôt adressée à Philippine et Rosa? Alors, en termes de prochaines étapes, en fait, là, on s'en tient surtout au temps présent, c'est-à-dire que la mise en demeure, c'est en fait, avant tout, c'est déjà c'est un acte juridique, donc à partir duquel l'entreprise a 3 mois techniquement pour nous, enfin chacune des 9 entreprises ont 3 mois pour nous répondre. Donc nous, en fait, on est encore dans cette phase des 3 mois et dans laquelle techniquement tout est possible. Vraiment, nous sommes dans une posture de dialogue et d'intérêt en fait dans ce que vont nous dire les entreprises sur ce sujet-là. Et en fait, ce n'est qu'à l'issue des 3 mois que l'on avisera sur les prochaines étapes. Super. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de vous être rendus disponibles. Merci aux intervenants. C'était très intéressant et très clair pour tous, je pense. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon après-midi plutôt. Au revoir.